Mon mari et mes filles m'ont chassé de la maison. Mais ils ne savaient pas que j'avais 2 millions d'euros mis de côté depuis 10 ans. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis est très important et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir. Mon travail, votre aide est très précieuse. Je n'aurais jamais cru qu'après 45 ans de mariage, je quitterais ma propre maison avec seulement une valise abîmée et le cœur brisé. Je m'appelle Mireille, j'ai 67 ans, et ce matin de mardi, le 15 mars, ma vie a basculé. La journée a commencé comme toutes les autres de ces 40 dernières années. Je me suis levée à 5 heures du matin, j'ai préparé le café comme Gérard l'aimait, bien fort et avec 2 sucres. J'ai fait des croissants frais et j'ai préparé ses vêtements pour une nouvelle journée à son cabinet d'expertise comptable. À 70 ans, mon mari travaillait encore. Il disait qu'il ne supportait pas de rester à la maison avec moi toute la journée. J'étendais le linge dans le jardin quand j'ai entendu des pas lourds sur la terrasse. C'était Gérard qui rentrait, du travail, mais beaucoup plus tôt que d'habitude. Son visage était différent. Il avait une expression que je n'avais jamais vue en toutes ces années de vie commune. Froide, décidée. « Mireille », a-t-il appelé, sans même me dire bonjour. « Il faut qu'on parle. » J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je l'ai suivi jusqu'au salon. Là, il y avait mes 2 filles, Chloé et Léa, assises sur le canapé, les bras croisés. Leur visage était grave, presque hostile. Mon cœur a commencé à battre plus vite, cette mauvaise intuition me nouant la gorge. « Assieds-toi, là !» Gérard a désigné le fauteuil où je m'asseyais toujours pour regarder la télévision. « Il est temps que tu entendes certaines vérités. » J'ai obéi, comme je l'ai toujours fait pendant toute ma vie. Mes mains tremblaient sans que je comprenne pourquoi. Chloé, ma cadette de 38 ans, a été la première à parler. « Maman, tu as l'âge de comprendre que les choses ont changé, que la famille grandit et évolue. »« Comment ça, ma chérie ?» ai-je demandé, sentant ma voix sortir plus faible que d'habitude. C'est alors que Léa, de 42 ans, m'a porté le premier coup. « Papa a rencontré quelqu'un, maman. Une personne qui peut lui donner ce que tu ne peux plus lui donner. » J'ai senti le monde tourner. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Gérard s'est approché, mais ne s'est pas assis à côté de moi comme il le faisait toujours quand nous avions des conversations sérieuses. Il est resté debout, me regardant de haut en bas, comme si j'étais une étrangère. « Mireille, tu es vieille, fatiguée, tu n'as plus d'énergie pour rien, tu ne prends pas soin de toi, tu ne m'accompagnes pas au endroit où je dois aller. Edith est différente. Elle est jeune, belle, elle me comprend. » Edith, ai-je répété le nom comme si c'était un mot dans une autre langue. « La nouvelle secrétaire du cabinet, » a complété Chloé. « Elle a 35 ans, maman. Elle est polie, elle sait parler, elle s'habille bien, le genre de femme qu'un homme comme papa mérite d'avoir à ses côtés. » Chaque mot était comme un coup de couteau dans la poitrine. Moi qui avais dédié toute ma vie à ces gens, qui avais renoncé à mes rêves d'étudier pour m'occuper de la maison et des filles, qui avait travaillé comme couturière pendant des années pour aider au budget familial, j'étais maintenant mise au rebut comme un vieux meuble. « Mais, et notre famille ?» ai-je réussi à murmurer. « Et tout ce que nous avons construit ensemble. »« La famille continue, maman, » a dit Léa, la voix froide comme la glace. « Seulement, maintenant c'est différent. Tu vas devoir trouver un autre endroit pour vivre. Cette maison est au nom de papa, elle l'a toujours été. » Un autre endroit. La répétition était la seule chose que je réussissais à faire. Mon esprit ne comprenait pas ce qui se passait. Gérard s'est dirigé vers l'armoire de notre chambre et est revenu en portant ma plus vieille valise, celle que j'utilisais, quand nous allions rendre visite à de la famille à la campagne. Il l'a jetée devant moi avec un bruit sec. « Fais tes affaires, » a-t-il ordonné. « Tu as 2 heures. »« Papa, je ne crois pas que ce soit nécessaire d'être aussi... » a commencé Chloé, mais Gérard l'a coupé. « Nécessaire d'être quoi ?» J'ai supporté pendant 45 ans cette femme sans intérêt, sans conversation, qui ne sait que se plaindre de douleurs au dos et parler de séries à l'eau de rose. Edith me fait me sentir vivant à nouveau. Elle me rappelle comme c'est bon de rentrer à la maison et de trouver une femme qui a pris soin d'elle pour m'accueillir. Je me suis levée du fauteuil avec les jambes flageolantes. « Gérard, j'ai toujours pris soin de moi pour toi. J'ai toujours fait tout ce que tu as demandé. J'ai élevé tes filles, j'ai tenu ta maison, je me suis occupée de ta mère quand elle était malade. Et je t'en remercie, a-t-il dit, comme s'il renvoyait une employée. Mais maintenant,
Il est temps que chacun suive son chemin. Je suis montée à l'étage en sentant chaque marche peser une tonne. Dans la chambre que nous avions partagée pendant presque un demi-siècle, j'ai commencé à rassembler mes vêtements avec les mains tremblantes. Je n'avais pas grand-chose. Pendant toutes ces années, j'avais toujours privilégié les achats pour la famille. Mon tiroir contenait quelques chemisiers usés, quelques jupes qui ne me allaient plus bien et des sous-vêtements les plus simples possibles. Pendant que je faisais ma valise, j'écoutais la conversation animée en bas. Mes filles parlaient de la façon dont la maison serait plus moderne avec Edith, de comment elle savait cuisiner des plats différents, de comment elle était diplômée en gestion et pourrait aider Gérard avec le cabinet. Maman n'a jamais rien compris aux affaires de toute façon, ai-je entendu Léa commenter. Elle a toujours été trop limitée. Je me suis assise sur le bord du lit où j'avais dormi pendant tant d'années et j'ai laissé les larmes couler pour la première fois. Pas seulement des larmes de tristesse, mais des larmes de colère, de révolte pour avoir été si naïve au point de croire que mon dévouement serait valorisé, des larmes pour avoir renoncé à tout pour des personnes qui maintenant me jetaient dehors comme un déchet. J'ai fermé la valise et je suis descendue lentement. Dans le salon, Gérard était au téléphone, probablement en train de parler avec Edith. Mes filles m'ont regardé comme si elles voulaient se débarrasser rapidement de ce moment embarrassant. « Maman », Chloé s'est approchée, « tu comprends que ce n'est rien de personnel, hein? C'est juste que les choses changent, la vie continue. »« Où vais-je dormir aujourd'hui ?» ai-je demandé, la voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. « Tu parles toujours de Madame Dubois, la voisine », a suggéré Léa. « Ou alors tu peux appeler ta cousine Denise, en Bretagne. Tu as beaucoup de familles que tu peux solliciter. »« De la famille que vous n'avez jamais voulu que je visite », ai-je répondu, sentant un courage étrange naître en moi. Gérard a raccroché, le téléphone et s'est tourné vers moi. « Mireille, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Tu verras qu'à la fin, ce sera mieux pour tout le monde. » J'ai pris ma valise et j'ai marché jusqu'à la porte. Sur le seuil de la maison où j'avais vécu la plus grande partie de ma vie adulte, je me suis retournée une dernière fois. Mes filles étaient les bras croisés, Gérard était déjà en train de pianoter sur son portable. « Je veux juste que vous sachiez une chose, » ai-je dit, ma voix résonnant dans le salon. « Je vous ai toujours aimé plus que moi-même. J'ai renoncé à tout pour cette famille. Mais vous ne savez pas la moitié de ce dont je suis capable. » Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Le soleil de l'après-midi frappait fort mon visage, mais ce n'est pas ça qui m'a fait fermer les yeux. C'était le poids de 67 ans de vie dédiés à des personnes qui m'ont mise au rebut sans même sourciller. J'ai commencé à marcher le long du boulevard Haussmann, sans destination précise, en portant ma valise abîmée et quelque chose qu'il n'imaginait absolument pas que je possédais, un secret de 2 millions d'euros mis de côté depuis plus de 10 ans, attendant le bon moment pour être utilisé. Et maintenant, je savais exactement quel était ce moment. J'ai marché dans les rues de Paris pendant plus de 2 heures, la valise pesant de plus en plus sur mon bras fatigué. Les gens passaient à côté de moi sans me regarder, chacun plongé dans sa propre vie, sans imaginer qu'il y avait là une femme de 67 ans qui venait de perdre tout ce qu'elle connaissait comme foyer. Je me suis arrêtée sur un banc du jardin du Luxembourg, juste en face de l'agence de la Société Générale, où j'avais un compte que personne de ma famille ne savait qu'il existait. Je me suis assise là, en observant le mouvement, et pour la première fois depuis des décennies, je me suis permis de me souvenir d'un jour qui avait changé ma vie pour toujours, mais que j'avais gardé secret pendant 10 longues années. C'était en 2014. Ma sœur Nicole était décédée d'un cancer foudroyant, sans même nous laisser le temps de nous dire au revoir correctement. Elle vivait seule à Lyon, où elle travaillait comme directrice d'un magasin de tissus depuis plus de 30 ans. Nicole a toujours été différente de moi. Elle a étudié, elle a eu un diplôme, elle ne s'est jamais mariée. Elle disait qu'un homme ne faisait qu'entraver les projets d'une femme intelligente. Quand je suis allée m'occuper de sa succession, j'ai découvert quelque chose qui m'a anéantie. Ma sœur avait amassé une fortune. C'était une femme simple, qui vivait dans un petit appartement, mais elle avait plus d'1,5 million d'euros placés à la banque, en plus de quelques économies à la maison. Pour ma sœur Mireille, disait le testament fait chez le notaire. La seule personne qui m'a aimée sincèrement, même si j'étais si différente de ce que la
Famille attendait. Utilise cet argent pour être libre. Libre. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des semaines. Moi, qui n'avais jamais eu ne serait-ce que 500 € à moi, j'étais soudainement propriétaire de presque 2 millions. Mais comment expliquer ça à Gérard? Comment raconter que moi, l'épouse soumise qui demandait la permission ne serait-ce que pour acheter un savon, j'avais maintenant l'indépendance financière? J'ai décidé de ne rien dire. J'ai ouvert un compte à mon nom, j'ai tout gardé, et j'ai continué à vivre comme j'ai toujours vécu. En travaillant comme couturière, en économisant centime par centime, en faisant semblant que je dépendais de l'argent de mon mari pour tout. Pendant 10 ans, cet argent est resté là, fructifiant, grossissant, attendant un jour comme aujourd'hui. Je me suis levée du banc du jardin et je suis entrée dans l'agence. La directrice, Madame Lemoine, me connaissait grâce aux quelques dépôts que je faisais de mes travaux de couture. Une dame sympathique, d'une 50aine d'années, qui me traitait toujours avec gentillesse. « Madame Mireille, quelle surprise de vous voir ici avec cette valise. Vous voyagez ?»« Oui, Madame Lemoine, » ai-je répondu, en m'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Je suis venue vérifier mon compte. » Elle a tapé quelques numéros sur l'ordinateur et ses yeux se sont légèrement écarquillés. Même en étant directrice, elle savait qu'une couturière retraitée, avec cette somme sur son compte, n'était pas courante. « Tout est en ordre, Madame Mireille. Le solde actuel est de 2 143 000 €. J'ai entendu ce chiffre et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était du pouvoir. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de choisir. « Madame Lemoine, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de louer un appartement aujourd'hui même, un bel endroit, dans le centre de Paris, et j'ai besoin que ce soit discret. » Elle s'est penchée en avant, curieuse. « Il s'est passé quelque chose ?»« Je suis en train de commencer une nouvelle vie, » ai-je répondu, sentant ma voix sortir plus forte que d'habitude. « Et je ne veux pas que personne ne sache où j'habite pour le moment. » 2 heures plus tard, j'étais devant un appartement meublé sur le boulevard Saint-Germain. 3 chambres, 2 salles de bain, un grand salon avec balcon. Le genre d'endroit où j'ai toujours rêvé de vivre, mais je n'ai jamais osé l'imaginer pour moi-même. « C'est 1 500 € par mois, » a dit l'agente immobilière, une jeune femme sympathique. « Avec tout inclus, meubles, appareils électroménagers, même le linge de lit. »« J'accepte, » ai-je dit, surprenant même moi-même. « Je veux louer pour 6 mois d'avance. » La jeune femme a cligné des yeux plusieurs fois. « Vous êtes sûr? Ça fait 9 000 €? » « Je suis sûre. » Ce soir-là, je me suis allongée dans un lit king size, entre des draps doux qui sentaient l'adoucissant, cher, en regardant le haut plafond avec des moulures en plâtre. L'appartement était silencieux, contrairement à ma maison où il y avait toujours du bruit. La télévision forte, Gérard qui ronflait, les voisins qui bavardaient dans le jardin. Pour la première fois en 67 ans, j'étais complètement seule. Et je ne savais pas si ça me faisait peur ou si ça me donnait de la liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans avoir besoin de faire le café pour personne, sans avoir besoin de préparer des vêtements, sans avoir besoin de réchauffer de la nourriture. Je suis allée sur le balcon et j'ai vu la ville de Paris se réveiller en bas. Le mouvement des gens allant travailler, les voitures qui passaient, la vie qui suivait son cours normal. J'ai pris le vieux portable que je portais dans mon sac et j'ai vu 3 appels manqués de Chloé. Je n'ai pas rappelé. J'étais assise sur le fauteuil du salon quand le téléphone a sonné à nouveau. « Allô ? » ?»« Maman, où es-tu ? » ?»« On est inquiète. » C'était Léa, mais sa voix ne portait pas d'inquiétude réelle. C'était plus comme de l'irritation. « Je vais bien, » ai-je répondu simplement. « Mais où ? Ta cousine Denise a dit que tu ne l'avais pas appelée. Madame Dubois a dit qu'elle ne t'avait pas vue. Je suis dans un endroit sûr. Maman, tu dois comprendre qu'on ne te veut aucun mal. C'est juste que les choses ont vraiment changé. Papa est heureux, pour la première fois depuis des années. Il sourit vraiment. J'ai senti une pointe dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la colère. Et moi, ma fille, en 45 ans de mariage, vous vous êtes soucié une seule fois de savoir si j'étais heureuse ? Silence de l'autre. Côté de la ligne. Maman, ne te mets pas dans cet état. Tu as toujours été une personne résignée. Tu as toujours su t'adapter aux situations. Pourquoi est-ce que maintenant c'est différent ?
Parce que maintenant je peux être différente, ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai passé les jours suivants à explorer ma nouvelle réalité. J'ai acheté de beaux vêtements pour la première fois depuis des décennies, des robes colorées, des chaussures confortables, même un sac en cuir véritable. J'ai commencé à fréquenter le salon de coiffure de l'immeuble où Madame Sophie, la coiffeuse, m'a fait une transformation que je ne reconnaissais même pas dans le miroir. « Vous êtes magnifique, Mireille », a-t-elle dit, en arrangeant mes cheveux gris dans une coupe moderne. « Vous avez l'air même plus jeune. » Plus jeune. Cette sensation était étrange pour moi. Pendant des années, je me suis sentie chaque jour plus vieille, plus fatiguée, plus invisible à l'intérieur de ma propre maison. Maintenant, en marchant dans les rues du centre avec de beaux vêtements et les cheveux coiffés, certains hommes de mon âge me saluaient même. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément. Une angoisse que je n'arrivais pas à nommer. Même en ayant de l'argent, même en étant libre, je ressentais un vide énorme dans ma poitrine. Comme si j'avais perdu non seulement une famille, mais ma propre identité. Qui était Mireille sans être la femme de Gérard, sans être la mère de Chloé et de Léa, sans avoir une maison à entretenir, des vêtements à laver, de la nourriture à préparer? C'est dans un de ces après-midi de réflexion que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Engager un détective privé. Je voulais savoir ce qui se passait dans mon ancienne maison, comment Gérard gérait les responsabilités que j'avais toujours assumées seule. Le bureau du détective Dupont était dans un local commercial simple, au 2e étage d'un immeuble ancien. C'était un homme d'âge moyen, les cheveux grisonnants, qui m'a reçu avec professionnalisme et discrétion. « Madame Mireille, je comprends votre situation. Vous voulez que j'enquête sur la vie actuelle de votre ex-mari et de vos filles ? Je veux savoir comment ils vivent sans moi, ai-je répondu, sentant un froid dans le ventre. Je veux savoir si cette Édith est vraiment celle qu'il croit qu'elle est. Ça va coûter 2000 €, a-t-il dit, en feuilletant quelques papiers sur la table. Temps estimé, 2 semaines. J'accepte. 2 semaines plus tard, j'étais de retour au bureau du détective, mais cette fois, ma vie était sur le point de basculer à nouveau. Dupont avait un dossier rempli de photos et de documents, et l'expression sur son visage me disait que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Madame Mireille, asseyez-vous. Ce que j'ai découvert sur votre famille va vous choquer. » Je me suis assise sur la chaise du bureau du détective Dupont avec le cœur battant la chamade. Ses mains feuilletaient un épais dossier, rempli de photographies et de documents qui promettaient de révéler des vérités que je n'étais peut-être pas prête à entendre. « Madame Mireille, a-t-il commencé, en ajustant ses lunettes, je vais être direct avec vous. Votre ex-mari Gérard est impliqué. Dans une situation très compliquée. » Il a ouvert le dossier et a placé devant moi la première photo. C'était Gérard sortant d'un immeuble commercial que je ne connaissais pas, le visage préoccupé et en sueur. Il doit 420 000 € à un usurier connu sous le nom de Tony Lamatraque. D'après ce que j'ai découvert, votre mari emprunte de l'argent depuis plus de 3 ans, en promettant toujours de rembourser avec les bénéfices du cabinet d'expertise comptable. J'ai senti ma gorge se dessécher. 400 000 ? Et les intérêts courent à toute vitesse. Chaque mois qui passe, la dette augmente de 50 000 €. Il a montré une deuxième photo, cette fois de Gérard, en train de parler avec un homme d'apparence intimidante à un coin de rue. Voici Tony. Ce n'est pas le genre de personne qui accepte les excuses. Mais d'où vient autant d'argent? Le cabinet a toujours juste permis de couvrir les dépenses de base. Dupont a tourné quelques pages et m'a montré des relevés bancaires. Voici le problème. Gérard a utilisé la maison comme garantie pour 3 prêts différents. D'abord à la banque, puis dans 2 sociétés de financement plus petites. Le montant total de la dette officielle, y compris les usuriers, dépasse les 600 000 €. Ma tête a tourné. La maison où j'ai vécu pendant des décennies, que Gérard a toujours dit être payée, était en fait hypothéquée jusqu'au plafond. « Et il y a plus », a continué Dupont, en sortant d'autres photos du dossier. La fameuse Édith qui a détruit votre mariage. Les photos montraient une femme blonde, vraiment belle, d'environ 35 ans. Elle était toujours bien habillée, avec des vêtements chers, conduisant une voiture neuve. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une dureté que j'ai reconnue, immédiatement. Édith Martin,
34 ans, pas 35 comme elle l'a dit, originaire de Nice. Et voici la partie intéressante. Il a pris un document officiel. Elle a déjà été mariée 2 fois, dans les 2 mariages, les maris étaient des hommes plus âgés, avec de bonnes conditions financières. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Le premier, M. André Dubois, était propriétaire d'une entreprise de transport à Nice, est décédé d'une crise cardiaque après avoir découvert qu'elle avait vidé les comptes de l'entreprise. Le deuxième, M. Jean-Pierre Lemaire, avait une ferme en Normandie. Il est vivant mais ruiné. Il a tout perdu pour elle dans une procédure de divorce. J'ai senti un froid dans le dos. C'est une escroc. Une professionnelle, a confirmé. Dupont. Et votre ex-mari est la 3e victime. Mais cette fois, elle ne pourra pas obtenir grand-chose, car il n'y a pas grand-chose à obtenir. Il m'a montré plus de photos. Edith entrant et sortant de magasins chers, portant toujours des sacs. Edith dans un restaurant sophistiqué, buvant du vin cher. Edith conduisant la voiture neuve que Gérard avait clairement achetée pour elle. Elle dépense son argent comme de l'eau. En 2 mois, elle a déjà coûté à votre ex-mari plus de 80 000 € en cadeaux, vêtements, voyages et restaurants. Et il ne se méfie de rien? Au contraire, il est complètement envoûté. Selon mes sources, il raconte à tout le monde qu'il a enfin trouvé une femme qui le valorise, qui le fait se sentir spécial. Je me suis assise en silence pendant quelques minutes, absorbant tout cela. Gérard, l'homme qui m'a chassé de la maison en me traitant de boulet, était en train d'être trompé par une femme qui ne voulait que son argent, de l'argent qu'il n'avait pas. Et mes filles? Elles savent quelque chose? L'expression de Dupont est devenue encore plus grave. Vos filles, Madame Mireille, ont également de sérieux problèmes financiers. Il a ouvert une autre section du dossier. Chloé a contracté un prêt de 150 000 € à la banque en utilisant la maison de son père comme garantie. Elle a dit que c'était pour investir dans une franchise de vêtements pour femmes. Et elle a investi? Non. L'argent a été utilisé pour rembourser les dettes de son mari, qui a perdu beaucoup d'argent dans un pari sportif en ligne. Ils doivent même de l'argent sur leur carte de crédit. Mon cœur s'est serré. Chloé a toujours été la plus irresponsable avec l'argent, mais je n'imaginais pas que la situation était aussi grave. Et Léa? Pire encore, elle a également contracté un prêt en utilisant la maison comme garantie, mais le montant était de 200 000 €. Elle a dit que c'était pour agrandir son salon de beauté. Et ce n'était pas le cas? C'était un mensonge complet. Léa a utilisé l'argent pour acheter un appartement en Bretagne, au nom de son petit ami actuel, un jeune homme de 28 ans qu'elle a rencontré il y a peu de temps. Elle pense qu'elle fait un investissement pour l'avenir de leur relation. J'ai porté ma main à ma poitrine, sentant une pointe de douleur physique. Mes filles, les filles que j'ai élevées avec tant de sacrifices, étaient en train de s'enliser dans les dettes et les mensonges. En résumé, Madame Mireille, Dupont a fermé le dossier, la maison qui était la vôtre est hypothéquée pour plus de 500 000 € entre les prêts officiels. Ajoutez à cela les 400 000 de l'usurier, et nous avons près d'1 million d'euros de dettes. Votre ex-mari et vos filles sont sur une bombe à retardement financier. Je suis sortie du bureau du détective comme si je flottais. J'ai marché dans les rues du centre sans but, essayant de comprendre tout ce que j'avais découvert. Las, famille qui m'avait rejetée était en train de se détruire financièrement, tandis que moi, la vieille inutile, j'avais 2 millions mis de côté à la banque. Je suis arrivée à mon appartement et je me suis assise sur le balcon en observant le mouvement de la ville. Pour la première fois depuis que j'ai quitté la maison, j'ai ressenti quelque chose d'autre que de la tristesse et de la colère. J'ai ressenti une pointe de satisfaction. Ce n'était pas du bonheur, c'était encore trop douloureux pour cela. Mais c'était une sensation étrange, que peut-être la vie était en train de me donner une opportunité de voir qui était réellement les personnes que j'aimais. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans ma nouvelle cuisine, le téléphone a sonné. C'était Chloé. « Maman, tu dois rentrer à la maison. Papa ne va pas bien. »« Ne va pas bien comment ?» ai-je demandé, en gardant une voix neutre. « Il est très stressé. Il dort mal, il perd du poids. Je crois qu'il regrette de t'avoir renvoyé. »« Et Edith ?» Silence de l'autre côté. Puis,
Elle l'aide à surmonter cette période difficile. Tant mieux pour lui, ai-je répondu, sans pouvoir cacher une pointe de sarcasme. Maman, tu es différente. Tu parles d'une manière dont tu n'as jamais parlé auparavant. J'apprends à parler pour moi-même, ma chérie, ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tu ne peux pas rester fâchée pour toujours. Nous sommes ta famille. Famille, ai-je répété le mot en savourant son amertume. Vous m'avez chassé de la maison. Vous vous souvenez? Vous avez dit que j'étais un boulet. C'est papa qui a dit ça, pas nous. Et vous êtes resté là, les bras croisés, à tout approuver. J'ai entendu Chloé sangloter de l'autre côté de la ligne. Maman, s'il te plaît, tu as toujours été la personne qui maintenait notre famille unie. Sans toi, tout s'écroule. Intéressant, ai-je répondu, en sentant une force que je ne savais pas que j'avais. Quand j'étais là, j'étais un boulet. Maintenant que je suis partie, je suis celle qui maintenait tout uni. Tu ne vas pas revenir? Non? Même pas pour discuter? Non? Mais maman? Chloé, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai passé 67 ans de ma vie à m'occuper de vous. Maintenant, il est temps que vous appreniez à prendre soin. De vous. J'ai raccroché et je suis restée à regarder le téléphone pendant quelques minutes. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à ma fille. Et je ne me sentais pas coupable pour ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision prise. Il était temps de voir de mes propres yeux comment allait mon ancienne famille. Pas pour revenir, mais pour comprendre complètement la situation dans laquelle il s'était mis. J'ai mis une de mes nouvelles robes, une robe bleu marine qui mettait en valeur mes yeux, et j'ai pris un taxi jusqu'à mon ancienne crew. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter 2 maisons avant la mienne, dans un endroit où je pouvais observer sans être vue. Ce que j'ai vu m'a choqué. Le jardin que j'avais toujours maintenu impeccable était négligé, avec des mauvaises herbes qui poussaient entre les fleurs. La peinture de la maison s'écaillait à certains endroits. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir Gérard. Mon ex-mari était méconnaissable. Il avait beaucoup maigri, son visage était abattu, et il se promenait de long en large, dans la cour comme un animal en cage. De temps en temps, il s'arrêtait et regardait son téléphone, tapait quelque chose et le remettait dans sa poche. C'est alors que j'ai vu Edith. Elle est sortie de la maison en portant un peignoir de soie chère, ses cheveux blonds impeccables même tôt le matin. Elle a crié quelque chose à Gérard, qui a rapidement couru vers elle, comme un chien obéissant. La femme qui avait détruit mon mariage était en train de vivre dans ma maison, de dormir dans mon lit, de commander l'homme qui avait autrefois été mon mari. Et d'après ce que je pouvais voir, elle ne semblait pas du tout amoureuse. Elle ressemblait simplement à une prédatrice qui avait trouvé sa proie parfaite. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté mon ancienne maison et je m'étais habituée à ma nouvelle routine de liberté. Tous les matins, je me réveillais sans me presser, je prenais mon café sur le balcon en observant la ville, et pour la première fois de ma vie, je ne faisais que ce que j'avais envie de faire. Je lisais des livres, je regardais des films, je me promenais dans le centre, je rencontrais de nouvelles personnes dans l'immeuble. Mais la paix a été interrompue un vendredi matin, lorsque le téléphone a sonné de manière insistante à 7 heures du matin. C'était Léa, et pour la première fois depuis des mois, sa voix portait un désespoir réel. « Maman, tu dois venir ici, c'est urgent. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, en m'asseyant sur le bord du lit. « C'est papa. Il s'est évanoui hier soir et il est à l'hôpital. Les médecins ont dit que c'était le stress, l'hypertension. Mais maman, la situation ici est très mauvaise. » J'ai senti un serrement dans ma poitrine, malgré tout. Aussi en colère que je sois contre Gérard, ça me faisait toujours mal de savoir qu'il souffrait. « Et Edith? Où est-elle » Silence de l'autre côté de la ligne. Puis, elle a disparu, maman. Elle a pris toutes ses affaires et elle est partie. Je n'ai pas pu cacher un soupir de satisfaction. Quand? Il y a 3 jours. Le jour où papa s'est évanoui, elle a fait ses valises et elle est partie. Elle a laissé juste un mot disant qu'elle n'était pas prête à gérer des problèmes financiers. Et maintenant, vous voulez que je revienne pour nettoyer le gâchis, ai-je affirmé sans poser de questions. Maman, s'il te plaît, la situation est désespérée. Il y a des gens qui réclament de l'argent ici tous les jours. Hier, 2 hommes très louches sont venus chercher papa.
Chloé fait des crises de panique. Je ne sais plus quoi faire. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée assise sur le balcon à réfléchir. Une partie de moi, la partie qui a été épouse et mère pendant des décennies, avait envie de courir pour aider. Mais une autre partie, celle qui avait grandi pendant ces mois de solitude, me disait qu'ils avaient fait leur lit et qu'ils devaient maintenant se coucher dedans. J'ai décidé d'aller à l'hôpital, mais pas pour revenir. Pour voir de mes propres yeux l'état des choses et prendre une décision définitive sur mon avenir. J'ai trouvé Gérard dans un lit de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, connecté à quelques appareils. Il avait encore plus maigri. Ses cheveux gris étaient en bataille. Et quand il m'a vu entrer dans la chambre, ses yeux se sont remplis de larmes. « Mireille, a-t-il murmuré, en essayant de s'asseoir dans le lit. « Tu es venue ?» J'ai tiré une chaise et je me suis assise à côté du lit, en observant l'homme qui avait été mon mari pendant 45 ans. Il était difficile de reconnaître en lui le même qui m'avait chassé de la maison en me traitant de boulet. « Comment te sens-tu » ai-je demandé, en gardant une voix neutre. « Très mal, a-t-il admis, la voix faible. « Mireille, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. » Edith, elle n'était pas celle que je pensais qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Gérard a couvert son visage avec ses mains. Elle m'a convaincue de prendre de l'argent pour investir dans une entreprise qu'elle connaissait. Elle a dit qu'en 6 mois, nous aurions triplé la somme. Je l'ai cru, Mireille. J'ai pris de l'argent avec un usurier, j'ai mis la maison comme garantie pour d'autres prêts. Combien ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Près d'1 million d'euros, a-t-il avoué, en commençant à pleurer. Et quand les usuriers ont commencé à me presser, quand je lui ai dit que j'avais peur, elle a fait ses valises et elle est partie. Elle a dit qu'elle n'avait rien signé pour partager mes problèmes. J'ai observé ses larmes sans ressentir de la pitié. C'était étrange comme 3 mois d'indépendance avaient changé ma perspective. Surtout. Et les filles, comment gèrent-elles ça ? Mal, très mal. Elles ont aussi pris de l'argent en utilisant la maison comme garantie. Elles pensaient que quand je mourrais, elles hériteraient de tout sans dette. Maintenant, elles ont découvert qu'elles n'allaient hériter que des dettes. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Gérard m'a regardé avec une expression de supplication que je connaissais bien, la même qu'il avait quand il était enfant et qu'il cassait quelque chose, en courant vers ma mère à la recherche de protection. Mireille, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai été un imbécile, un idiot, mais tu as toujours été la personne la plus intelligente de cette famille. Tu as toujours su résoudre les problèmes quand ils se présentaient. Parce que j'étais obligée de les résoudre, ai-je répondu sèchement. Personne ne m'a jamais donné le choix. Tu as de l'argent de côté ? Quelque chose qui puisse nous aider ? Je te promets que je vais changer, que je vais te valoriser, que je ne regarderai plus jamais une autre femme. Je me suis levée de la chaise et je suis allée jusqu'à la fenêtre de la chambre. En bas, la vie suivait son cours normal, des gens qui travaillaient, des enfants qui jouaient, des familles heureuses qui se promenaient ensemble. Une vie que je n'avais jamais eue parce que j'avais toujours été occupée à résoudre les problèmes des autres. Gérard, ai-je commencé, sans me tourner pour le regarder. Pendant 45 ans, j'ai renoncé à tout pour toi et pour les filles, à mes rêves, à ma jeunesse, à ma dignité. Et quand vous n'avez plus eu besoin de moi, vous m'avez jeté dehors comme un déchet. J'étais perdu, amoureux. Tu étais idiot, et égoïste, et cruel. Je me suis tournée vers lui. Mais tu sais quelle est la différence entre nous deux ? J'ai toujours été responsable avec l'argent. J'ai toujours mis de côté, j'ai toujours économisé, j'ai toujours pensé à l'avenir. Ses yeux se sont illuminés. Alors tu as de l'argent de côté ? Oui. Combien ? Assez pour résoudre tous vos problèmes. Gérard a essayé de s'asseoir dans le lit, excité. Mireille, tu peux nous sauver. Tu as toujours été notre salut. Je peux, ai-je acquiescé, mais je ne vais pas le faire. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Gérard m'a regardé comme s'il n'avait pas bien compris. Comment ça, tu ne vas pas le faire ? Exactement ça. Je ne vais pas utiliser mon argent pour vous sauver des problèmes que vous avez créés vous-même. Mais nous sommes ta famille.
Vous avez clairement fait comprendre que je ne faisais plus partie de cette